Bon, et ben, bienvenue pour cette soirée et on va commencer par Groovy sur Android. Je mettrai les slides en ligne, je ne sais pas si vous en aurez besoin après pour les publier, je ne sais pas, mais en tout cas, je les mettrai en ligne là sur SpeakerDeck, c'est là où je mets mes présentations. Donc comme disait Mounir, j'ai rejoint il n'y a pas très longtemps Restlet, c'est une boîte qui se spécialise, on va dire, dans le domaine des API, avec un framework pour faire des API REST, avec un studio pour designer des API et API Spark, une plateforme pour des API et qui peut être assez intéressante pour vous, développeurs Android, pour l'utiliser en tant que back-end as a service pour vos besoins. On a pas mal de gens qui font ça. Et en particulier, on a des data stores, donc on en a un built-in, on en a un pour faire du parse, du Firebase, du SQL. Il y en a un aussi qu'on a vu souvent utiliser, c'est on a un wrapper pour Google Sheets et vous pouvez utiliser Google Sheets comme base de données pour votre API, pour votre back-end. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez éditer tranquillement sur Google Sheets, même utiliser je sais pas, des IFTTT ou autres qui rajoutent des données dedans, vous pouvez faire des trucs assez sympas. Et par ailleurs, ce qui peut être aussi utile, on a aussi une notion de file store. Par exemple, si vous voulez télécharger des ressources que vous ne packagez pas dans vos APK, des grosses ressources style pour un jeu ou je ne sais quoi, vous pouvez aussi utiliser ça pour stocker ces ressources-là. Donc ça peut être intéressant. Donc je fais mon petit pitch sur la plateforme et n'hésitez pas en tout cas à l'utiliser. Et juste pour vous donner un petit exemple, là j'avais utilisé Retrofit pour appeler une API qui est hébergée sur notre plateforme et Retrofit qui marche bien sur Android, donc c'est assez sympa. Et vous avez un vrai système, enfin des vrais objets bien typés et tout ça. Donc c'est super sympa à utiliser dans vos applis Android. Donc je recommande. Donc si jamais ça vous intéresse, allez sur restlet.com et vous pouvez créer un compte et c'est freemium, donc vous paierez rien tant que vous n'aurez pas au moins 10 utilisateurs concurrents. Alors, un petit disclaimer, moi je suis un peu un newbie en Android, donc vous êtes tous des experts et moi vraiment un newbie à côté de vous. Hein. Donc je tiens à vous préciser ça. Quand on a... Enfin, le constat que je fais avec le Java qu'on a sur Android, c'est que c'est un peu... Alors, je sais que ça évolue, hein, que Google fait des efforts pour essayer d'avoir des versions plus récentes de Java, mais c'est vrai que c'est aussi bien le SDK que le Java utilisé, ça fait un peu la préhistoire du Java, puisque maintenant on est à Java 8 avec des lambdas, avec des trucs comme ça, et qu'on n'a pas tendance à utiliser encore sur Android. Donc en tant que développeur sur Groovy, on s'est dit, est-ce que nous, côté Groovy, qui est un langage qui permet quand même de rendre plus productifs les développeurs sur la plateforme Java en règle générale, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc oui, je pense qu'avec Groovy, on peut faire quelque chose, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer ce soir. Et la preuve dans le pudding, comme ils disent en anglais. Donc il n'y a pas très longtemps, là, le New York Times a mis sa nouvelle appli Android en ligne. Donc si vous téléchargez l'appli du New York Times sur les news qu'ils ont, ils ont fait un super blog post sur le sujet. Donc cette appli-là a été réécrite complètement en Groovy et aussi utilise je ne sais plus si c'est écrit, quand ils disent réactive ici, ça veut dire qu'ils utilisent RX Java. Donc ils ont fait une appli Android avec Groovy et RX Java. Ils en sont plutôt contents. Et d'ailleurs, ils recrutent. L'annonce, je ne sais pas si elle est encore en ligne, ça fait un moment que je l'ai mise, mais en tout cas, ils recherchaient des développeurs avec Groovy, Android, Gradle, etc. comme expérience. Oh, tiens, ça a planté, super. Je relance. Et donc, dans ce blog post, ce qui est assez intéressant, en fait, c'est que... Pardon. Waouh, super. Ce qui est assez intéressant dans ce blog post, c'est que... Hop. Qu'est-ce qu'il me fait là? C'est qu'il donne donc quelques exemples de code, par exemple ce qu'on ferait avec du Java, avec des anonymous inner class. En Groovy, on peut le simplifier en utilisant par exemple des closures ici. On reviendra un petit peu sur ce genre de méthode-là. Donc on passe de 4-5 lignes à juste une ligne en Groovy. C'est le genre d'amélioration et de lisibilité que vous pouvez avoir en utilisant Groovy.
Ce qu'ils en disaient également, donc c'est que Groovy est plus concis et du coup aussi plus lisible, tout en étant tout aussi type safe que Java, voire même plus, et tout aussi rapide que Java en utilisant soit le static type checking, soit la compilation statique qui fait également le type checking. Donc il y a des choses comme l'inférence de type, ce genre de choses-là, pour avoir vraiment du feedback du compilateur quand vous faites des erreurs, des typos, etc. D'ailleurs, je suis en train de me dire que c'est pas la bonne version des slides. Aïe aïe aïe. Ils sont où mes slides? Ils sont là. Hop, je les reprends. Je sais pas pourquoi il m'a remis là-dessus. Je me disais c'est pas les bonnes couleurs. Je suis désolé. Et je repars. Hop. Voilà. Donc une petite overview de Groovy et aussi avec le choix de Google de standardiser sur Gradle pour le build. Peut-être que vous êtes déjà plus ou moins familier avec Groovy, qui a passé son build sous Gradle par exemple dans ses applis Android. Ouais, c'est quand même la majorité. Donc du coup, vous faites déjà du Groovy, même si c'est que pour votre build. Donc Groovy, c'est un langage qui fait pas mal de choses, multifacette, qui est open source, Apache, qui vient de rejoindre aussi la fondation Apache. C'est un langage alternatif pour les JVM, donc on peut l'utiliser sur un JDK normal ou sur Android, donc depuis la version 2.4. Et c'est un langage qui a quand même pas mal de succès, avec plus de 4,5 millions de téléchargements par an, donc c'est le langage alternatif, en tout cas à ma connaissance, avec les chiffres que je connais, qui est a priori le plus utilisé en dehors de Java, évidemment. Vu que lui, il écrase tout le monde. L'intérêt aussi, quand on est développeur Java, c'est que Groovy ressemble quand même beaucoup à Java. Donc vous êtes naturellement familier avec Groovy, et plus vous apprenez à utiliser Groovy, plus vous écrirez du Groovy idiomatique. Mais Groovy va au-delà de ce que propose Java. Donc quand je disais multifacette, donc vous pouvez programmer de manière orientée objet. Donc tout ce qui est interface, abstract, classes, tout ce que vous voulez, comme en Java, plus les traits, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est aussi un langage dynamique qui permet de faire des choses dynamiques. J'aurai un petit exemple là-dessus tout à l'heure. Vous pouvez faire de la programmation orientée fonctionnelle également si vous le souhaitez. Et ce qui est intéressant en particulier pour Android aussi, c'est la compilation statique. Un autre point fort, je trouve, de Groovy par rapport aux autres langages alternatifs, c'est que l'intégration entre Groovy et Java est vraiment totale et transparente. Avec d'autres langages alternatifs que je ne nommerai pas et qui passent également après ma présentation, il y a parfois quelques petites subtilités, mais je vois que ça évolue d'ailleurs. Ils ont fait un blog post aujourd'hui sur l'interopérabilité avec Java d'ailleurs. Parce qu'il y a encore des limitations entre ce que vous pouvez faire avec Kotlin et Java, par exemple les méthodes statiques, etc. Alors qu'en Groovy, c'est la même chose finalement. Donc vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire si vous voulez en Java, vous pouvez le faire en Groovy, interagir, mixer les deux langages, il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment aucun bridge, je dirais, entre les deux mondes. Par rapport à d'autres langages aussi, il y a JRuby qui permet de faire tourner du Ruby sur Android, mais qui lui a aussi une sorte de bridge dans le sens où il faut convertir des objets du monde Ruby au monde Java, du monde Java au monde Ruby. Donc c'est un petit peu moins pratique, je dirais. Donc si vous voulez démarrer, un petit Hello World, donc là je vais aller assez rapidement au travers des slides, vous utilisez Android Studio, vous faites un nouveau projet, vous définissez les détails de votre projet, vous choisissez la target platform, donc les slides ne sont pas forcément récents, là j'avais mis du Ice Cream Sandwich qui est assez vieux. Une nouvelle activité, les détails de votre activité, et là voilà, il vous crée une application blanche, on va dire, avec juste une activité vide en Java. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous voulez transformer cette activité en Groovy? C'est assez simple. Donc vous prenez le build là, qui a été généré et vous faites quelques petites modifications. Donc vous allez utiliser le plugin Gradle Android et également voilà, celui-là. Et aussi, après, vous pourrez appliquer le plugin à votre build. Et ici, dans les dépendances, vous dites, voilà, vous dépendez du jar de Groovy. Et après, vous renommez votre activité Java en Groovy. Et comme niveau syntaxe, les deux langages sont très proches, en fait, le code valide en Java et aussi du code valide en Groovy.
Après, vous verrez que vous pourrez simplifier et avoir du code moins verbeux que Java, mais en tout cas, vous faites un simple rename et vous avez déjà une classe en Groovy. Et après, voilà, on peut supprimer des choses, des parenthèses, des returns, des publics et tout ça, mais on va voir ça. Par exemple, si vous prenez cette activité-là, qui est l'activité... non, celle-là, je l'ai déjà transformée, je crois. Ouais. Donc, par exemple, voilà, j'ai enlevé des mots-clés du genre return, les mots-clés publics, parce que les choses sont publiques par défaut, des petites parenthèses à droite à gauche, la comparaison aussi. Bref, il y a tout un tas de choses qu'on va pouvoir simplifier, mais je vais encore y revenir là-dessus. Et après, vous avez, voilà, vous pouvez directement lancer le build ou d'Android Studio, lancer l'application et ça marche et c'est du Groovy sans souci. Donc là, moi, je n'ai pas eu vraiment le temps de repréparer mes démos, donc ça va être essentiellement des slides, même si Mounir, lui, ça va être plus du code. Donc je m'excuse en tout cas pour ça. Là, je prends un exemple, j'ai un lien vers cette application-là en fin de présentation. Il y a une conférence qui s'appelle GreatConf, qui est une conférence centrée autour de Groovy et de Grails, de Gradle, etc. Et en fait, l'application mobile pour cette conférence-là a été codée en Groovy, évidemment. Et là, j'ai pris quelques stats de cette application-là, dont je vous donnerai les liens. Donc si on regarde, le jar de base de Groovy fait quand même déjà 4 mégas et demi, ce qui peut paraître assez gros, hein. Mais une fois que vous avez généré l'APK et après que vous êtes passé par ProGuard, bah, l'application entière ne fait que 1 méga et rajoute que 8000 méthodes au total à votre application. Et je croyais que j'avais un chiffre sur les... non, je croyais que j'avais un chiffre sur la consommation mémoire. Et niveau consommation mémoire, bah, il n'y a pas vraiment d'overhead particulier, peut-être un petit peu plus, mais pas grand-chose de notable. Et puis au niveau, comment dire... feeling, quoi, quand on utilise l'application. Alors les passes en bug, des fois, elles crashent, mais bon, on n'est pas des développeurs Android émérites. Mais en tout cas, on ne sent pas qu'elle est particulièrement plus lente ou quoi que ce soit, vu qu'on a utilisé la compilation statique qui fait que le code Groovy est aussi rapide, grosso modo, que le code Java. Donc, rajouter 8000 méthodes, on est encore dans la limite des 64K, et ce n'est pas des gros trucs là, comme les Play Services et tout ça, même s'ils les ont splittés maintenant. Mais ça vous laisse quand même pas mal de méthodes à utiliser pour vos propres applications. Donc là, j'ai mis quelques exemples là, de rules pour ProGuard. Après, je parlerai d'un projet qui s'appelle SwissKnife, pour lequel il faut rajouter encore quelques autres règles spécifiques, mais en tout cas, voilà une première configuration que vous pouvez utiliser, c'est celle qu'on a utilisée pour les stats que je disais tout à l'heure. Donc comment ça marche, le support de Groovy? En fait, dans Android, au départ, ce qu'on avait fait, notre première expérimentation, en fait, donc on prenait, ça c'est le process standard, on prend des classes Java, on les compile, on fait des DEX, on fait des APK, hop, on les met sur le device. Avec Groovy, il y a quelques années, il y a 3-4 ans peut-être déjà, il y avait un projet qui s'appelait Discobot, qui était un premier essai pour faire tourner Groovy sur Android. En fait, on bundlait les scripts, les classes Groovy dans l'APK. Et en fait, c'était au runtime, vraiment là ce qui est en bas, c'est parce qu'on ne voit pas très bien en blanc là-bas, mais c'est vraiment sur le device où on faisait la compilation à la volée du code et qu'on chargeait avec le DEX class loader, etc. Donc on compilait, on faisait un jar qu'on dexait également et qu'on chargeait avec le DEX class loader. Et donc vous imaginez que, donc c'est l'exemple de Ruboto, là c'est le JRuby sur Android, vous imaginez que rien que pour démarrer l'application, vous attendiez quelques secondes. Donc c'est pas pratiquement utilisable, quoi. Ça c'était l'approche initiale, mais heureusement on a réussi à retravailler ça pour faire en sorte que vous compilez normalement votre code Groovy avec vos classes Java si vous mixez les deux. Et c'est le même process, je dirais, que le process Java normal. Vous mettez ça sur votre device et tout va bien. Par contre, cela dit, il est quand même possible, si vraiment vous voulez le faire,
par exemple, d'évaluer du code au runtime. Il peut y avoir des cas de figure où vous avez envie de faire ça. Donc vous êtes toujours capable de faire cette espèce de process qu'on faisait avant avec le Dex Class Loader et tout. Si vous pouvez le faire, je dirais en amont, c'est-à-dire en pré-compilation, vous allez gagner du temps. Si c'est à faire en live comme ça, par exemple un évaluateur d'expression, style vous faites une sorte d'Excel sur Android et vous voulez évaluer des expressions en utilisant Groovy et en faisant cette évaluation runtime, bah là, dès que vous voulez juste évaluer une expression, ça va vous rajouter 1 seconde. Donc il ne faut pas être pressé. Ça peut être utile si c'est précompilé sur le device, mais sinon, pratiquement, ce n'est pas super intéressant. Donc c'est pour ça qu'en règle générale, de toute façon, on favorise la première approche, l'approche classique, l'approche Java, on va dire. Alors qu'est-ce que Groovy vous apporte? Donc Groovy, par rapport à Java en tout cas, il y a plein de petites choses qui sont optionnelles, les points-virgules, les parenthèses, le typage aussi grâce à l'inférence de type, le mot-clé return, le mot-clé public. Donc là, si je prends un pauvre Java Bean, getHonor, setHonor, un champ, une petite méthode, si je le réécris vraiment en Groovy, une fois que je connais bien Groovy, bah, finalement on peut l'écrire de cette sorte-là, avec les propriétés, c'est quelque chose qui fait partie de Groovy, donc on n'a pas besoin d'écrire le getter et le setter. On a aussi les chaînes de caractères interpolés qu'on appelle les G-strings. On peut faire de l'inférence de type avec def plutôt que de répéter à chaque fois le type. On peut enlever des parenthèses, etc. Donc le code peut être facilement 2 fois plus petit que ce qu'on peut écrire en Java. Mais ça va plus loin, on a aussi des opérateurs assez sympas. Donc on a un concept qu'on appelle la Groovy Truth, la vérité époustouflante. Groovy, ça se traduirait par époustouflant ou épatant, un mot un peu désuet. Ou par exemple, quand vous avez des conditions type ouais, est-ce que c'est pas nul, est-ce que c'est pas vide, etc. En fait, Groovy fait ce genre de logique-là. Vous pouvez juste mettre if s et il fait les mêmes checks. En fait, vous avez des conditions qui sont plus succinctes. On a des opérateurs spéciaux comme ici, l'opérateur Elvis. Vous savez pourquoi on l'appelle Elvis? Parce que si vous penchez la tête, il ressemble au smiley d'Elvis avec sa banane. En fait, c'est un peu comme l'opérateur ternaire, mais comment dire, raccourci ou qu'on a compressé, dans le sens où là, c'est comme si on avait person name à nouveau. Mais à part qu'il fait, donc ça, il évalue ça en un booléen, en disant voilà, si person name n'est pas nul, n'est pas vide, etc. alors je mettrai person name ou alors une valeur par défaut. Donc des fois on l'appelle aussi opérateur de valeur par défaut. Un autre truc qui est assez sympa, c'est ce qu'on appelle safe navigation, qu'on va retrouver aussi dans Kotlin, dans d'autres langages qui nous ont piqué la feature, comme C# et Swift, qui sont inspirés de ce qu'a fait Groovy. Quand vous écrivez comme ça, point d'interrogation, point au lieu de point, en fait, même si quelque chose est nul dans cette chaîne-là, automatiquement, la valeur de cette expression-là sera considérée comme nulle, mais vous n'aurez pas de null pointer exception. Par contre, si vous aviez utilisé, donc là, voilà, c'est ce que je disais, ça utilise la Groovy Truth, donc ça qui a été copié par Swift et C#, et je crois que j'ai une autre bubule. Non, d'ailleurs, c'est pas encore celle-là, je crois que j'en avais une autre. Si, ouais. Donc quand vous faites en Java, person, donc ça, person.name, c'est l'équivalent de person.getName, hein, c'est un raccourci en Groovy, mais c'est pareil que faire person.getName. Si vous faites ça en Java, vous avez un null pointer exception si personne est nul, et bah, vous savez juste null pointer exception sur la ligne 33, mais vous ne savez pas qu'est-ce qui est nul. En Groovy, il va vous donner plus d'informations. Donc même si nous, là, on n'a pas utilisé point d'interrogation point, on a utilisé point, personne n'est nul, ben on vous dira null pointer exception parce qu'on a essayé d'appeler name sur quelque chose qui était nul. Donc on retrouve facilement la source des null pointer exception. Cela dit, depuis le runtime ART rajoute déjà ce genre d'informations qu'il n'y avait pas avant dans des versions pré-ART d'Android. Mais en tout cas, on avait ça en Groovy depuis longtemps. C'est un petit avantage aussi qu'on a sur les null pointer exception. Après, on a des syntaxes spéciales pour les listes, pour les maps, pour les expressions régulières, les ranges. Donc les ranges, c'est des intervalles de valeurs.
Donc par exemple, voilà, c'est tous les nombres de 128 à 255. On ne crée pas les valeurs intermédiaires, hein. C'est une sorte de range où on dit la valeur borne inférieure, borne supérieure. Et vous pouvez, il manque un égal là, pardon. Plus j'avais déjà vu cette erreur-là sur mes slides, j'ai oublié de le corriger. Vous pouvez aussi également créer vos propres ranges d'objets à vous. Donc si vous avez, je sais pas, un objet spécial pour, je sais pas, les dates, les customers ou je ne sais quoi, et que vous avez un ordre naturel dans vos objets, vous pouvez créer comme ça des ranges. Et ensuite, on va voir d'autres exemples après, on a les closures, donc un peu comme les lambda dans Java 8. C'est un peu ces fonctions réutilisables qu'on peut passer à droite à gauche. Un petit peu de sucre syntaxique. On a aussi une notion qui est sympa, c'est les builders. Alors, ce n'est pas les builders dans le sens les interfaces, enfin pas les interfaces, le pattern builder, là, des appels chaînés qui construisent des objets, etc. Mais là, c'est un concept un peu différent en Groovy. Dont par exemple le JSON Builder qui permet en fait de réutiliser les closures pour construire des structures hiérarchiques. Donc par exemple des vues Android, des arbres XML, JSON, etc. Des grappes d'objets, vous pouvez faire ça. Ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on voit d'ailleurs je vais mettre le résultat, ce que ça donne en JSON. On voit le niveau d'imbrication, par exemple l'objet personne, à l'intérieur on a ses propriétés, on a l'objet adresse à l'intérieur ses propriétés, en suivant le niveau d'imbrication, on va dire des accolades, et ça crée ce genre de résultats en sortie. Par exemple là, voilà, si vous mettez plusieurs valeurs à daughters, ça va automatiquement créer une liste, etc. Donc ça c'est super si vous voulez interfacer avec des services REST qui utilisent du JSON par exemple, si vous n'utilisez pas quelque chose comme Retrofit. Donc on a cette notion-là et je reviendrai un petit peu sur ça dans le contexte des vues. Si vous voulez faire des vues dynamiques, vous pouvez le faire. Parce qu'un autre truc qui est sympa aussi, c'est que là c'est déclaré, je dirais, de manière assez statique, mais vous pouvez avoir des boucles, faire une itération sur une liste pour rajouter autant d'adresses, autant d'enfants que possible, etc. Donc ça peut être quelque chose de très dynamique. Ensuite, des petits trucs sympas, des raccourcis sympas, c'est par exemple, donc si on a une URL, on a une méthode qui est rajoutée par Groovy qui transforme une string en URL, et vous avez une méthode getText qui fait automatiquement l'HTTP get qui va bien sur la ressource, sur l'URL. Et du coup, je peux récupérer comme ça le contenu directement dans mon... Bon là, en l'occurrence, je l'ai mis dans... Enfin, j'ai pas créé de string, mais en tout cas, ça retourne une string. Je passe ça à mon parseur JSON. Et après, je peux récupérer sans avoir à faire de marshalling et de créer les structures de classes d'objets intermédiaires. Je peux récupérer la liste des commits, je prends le premier commit, je prends l'objet commit, l'objet author, name de ma structure JSON vraiment très facilement. Donc ça utilise une feature dynamique de Groovy, vu qu'on ne crée pas des objets intermédiaires, un objet commit, un objet author, etc. Donc là, c'est par exemple à un endroit de votre code, vous n'utiliseriez pas la compilation statique, par exemple. Voilà. Un autre petit truc sympa, c'est vous pouvez utiliser des asserts dans votre code. Si vous avez des expressions compliquées, en fait, il va vous donner ce genre d'output. C'est-à-dire qu'il va vous donner les valeurs de chaque sous-expression dans votre assert. Donc si vous voulez vérifier des préconditions, etc., ça donne des résultats assez sympas à lire pour retrouver les erreurs que vous avez. Alors parlons des annotations et plus particulièrement ce que nous on appelle les transformations d'AST, transformations de code, qui sont déclenchées grâce à des annotations. Par contre, c'est vrai que Groovy ne supporte pas APT. Mais par exemple, si vous utilisez Dagger 2 qui va générer des classes, etc., un truc qui est intéressant quand même, c'est qu'on a ce qu'on appelle le Joint Compiler, le compilateur joint, qui permet de compiler en même temps du code Java et Groovy. Et en fait, si vous avez utilisé des annotations de Dagger, en fait, on va les retrouver sur des stubs. C'est-à-dire quand le compilateur joint compile du Groovy et du Java, en fait, il crée des stubs Java pour le compilateur Java, pour qu'il sache que, ah oui, moi je suis le compilateur Java, je ne connais pas ces classes en Groovy. Donc on essaie de dire au compilateur Java, voilà, c'est la structure de mes classes Groovy, et du coup les annotations sont encore là, donc ça nous permet d'utiliser Dagger
qui utilise APT pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc même si APT ne connaît que Java et ne connaît pas Groovy, on peut quand même utiliser dans une certaine mesure, par exemple avec Dagger 2, APT. Voilà un petit mot là-dessus. Mais ce dont je voulais particulièrement parler, c'est nos transformations d'AST. Donc on utilise des annotations à droite à gauche pour faire par exemple de la génération de code, implémenter certains design patterns, ou par exemple spécifier qu'on veut que la compilation se fasse de manière statique. Donc là, c'est une petite liste, il n'y a pas toutes les transformations d'AST. Mais pour prendre un exemple, si vous voulez faire une classe immutable en Java, comme expliqué dans Effective Java, on a tout un tas de choses à faire pour faire en sorte qu'une classe soit vraiment immutable. Si vous voulez vous l'implémenter en Java pur sucre, il faut, je ne sais pas si c'est lisible, il faut peut-être 30, je ne sais pas combien il y a de lignes, 30 lignes ou un truc comme ça, j'en sais rien. 2, 4, enfin je ne vais même pas m'amuser à compter. Il vous faut, on va dire, 30 lignes pour implémenter une classe personne immutable dans laquelle il y a juste une propriété name et un entier pour l'âge. Alors qu'en fait, en Groovy, si vous faites, vous annotez votre classe avec @immutable, automatiquement, c'est le compilateur qui va faire l'implémentation du design pattern immutable. Donc la génération de code, c'est vraiment à la compilation, ce n'est pas des choses au runtime, donc ça ralentit rien du tout ou quoi que ce soit. Vous annotez votre classe avec l'annotation et automatiquement, vous avez l'équivalent de ce que j'avais dans le précédent slide, à part que vous l'avez en 4 lignes au lieu de 30. Donc ce qui est intéressant avec les transformations d'AST, c'est que Groovy vous permet d'être feignant dans le sens où ce n'est pas à vous d'implémenter toutes ces choses-là, ces générations de code, ces implémentations de patterns et tout, mais c'est le compilateur qui fait le job pour vous, c'est-à-dire les développeurs de Groovy qui ont développé et implémenté ces transformations de code. Du coup, votre code il est également plus concis et plus lisible, c'est-à-dire vous voyez juste la notation @immutable, vous savez ce que ça fait, vous n'avez pas à déchiffrer ce que le code fait pour savoir que la classe est immutable. Et du coup, ça vous fait aussi moins de choses à maintenir, parce que c'est assez facile de faire des erreurs, par exemple si vous n'implémentez pas correctement votre hashcode, ou vous oubliez le equals ou le hashcode ou ce genre de choses, et du coup vous n'avez plus d'une classe immutable. Donc c'est fait automatiquement par le compilateur Groovy. Donc vous gagnez quand même en productivité sur ce genre de choses que propose Groovy. Ensuite, on a aussi la notion de trait. Donc c'est un peu comme les interfaces dans Java 8 avec les default methods, mais bon, ça va un petit peu plus loin parce que les traits peuvent être stateful. Bon, je ne vais pas spécialement rentrer dans les détails de ça. Par contre, j'avais un petit exemple, je crois, après. Il y a mon collègue Cédric Champeau, c'est Melix sur GitHub, qui a fait donc une appli d'exemple qui utilise Android et Android Wear. Et en fait, il avait besoin d'utiliser le Google API Client et qui voulait réutiliser à droite à gauche dans différentes activités. Mais par exemple, quand on crée une activité, voilà, on étend activité, mais vous voudriez automatiquement, ou alors il faut créer votre propre sous-classe d'activité qui propose certaines méthodes qui vont bien pour que vous les ayez dans toutes les activités qui étendent cette classe. Mais bon, là ici, vous pouvez simplement étendre activité et rajouter le trait Google API Provider qui va rajouter toutes ces méthodes-là avec des implémentations. Donc qui va créer, instancier le Google API Client, se connecter, se déconnecter, je dirais de manière automatique. Donc c'est assez sympa pour injecter du comportement dans vos activités, dans vos vues, dans tout ce que vous voulez. Donc les traits, c'est quelque chose d'assez puissant et donc il avait eu besoin de ça dans sa démo qui est là, Speaker Time. Donc c'est un espèce de timer sur Android Wear. On est en train de faire une présentation et hop, vous avez le décompte de la présentation. Je vais refaire quelques petites comparaisons entre Java et Groovy basées sur ce vieux bouquin, Android in Action. Par exemple, quand vous faites des event listeners avec encore une fois des anonymous inner class, en Groovy, vous pouvez utiliser des closures. Donc, au lieu de faire 4 lignes, voilà, vous passez une closure directement à onClickListener qui va, si vous voulez, le code de cette closure va être en quelque sorte le body de cette méthode-là, quoi. On peut faire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, j'avais parlé des raccourcis qu'on peut faire, des comparaisons, etc.
Au lieu de faire voilà, ce genre de choses en Java, on peut le raccourcir. Intent.action, c'est pareil que getAction. Au lieu de faire du equals, on peut utiliser du double equals, qui est null pointer safe, donc quelle que soit la valeur de ce qui est à gauche, s'il y en a un qui est nul, il n'y aura pas de problème. Donc vous n'avez pas à réfléchir à ce qui peut être nul ou pas, c'est fait aussi de manière transparente. On a des petites méthodes sympas pour simplifier certaines choses, comme au lieu de faire un new thread, start, etc., vous pouvez faire thread.start et vous passez la closure directement. On a une méthode with qui déporte en quelque sorte le contexte, c'est-à-dire au lieu de, vu que là vous voyez, vous utilisez view setText, view setText size, view setText color, vous pouvez en fait faire with, ça veut dire que dans ce contexte-là, on va utiliser la view, et donc le text égale name, ça va être le setText, setText size, setText color, et du coup vous factorisez un petit peu ce que vous allez faire avec la vue. Donc là, par exemple, c'est vrai que ça rajoute une ligne de code par rapport à l'autre, mais c'est peut-être un petit peu plus lisible au niveau du contexte de ce que vous êtes en train de faire. J'avais repris un autre exemple ici, je ne sais plus ce que ça fait. Voilà, on a des conditions un petit peu compliquées. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Et en Groovy, ça peut donner ça. Au lieu de l'expression compliquée dans le if, vous pouvez faire if phone.text. Après, vous pouvez utiliser l'inférence de type pour juste utiliser def. Et puis voilà. Ouais, celui-là il est un peu long. Par exemple, si vous voulez lire quelque chose sur une SD card, je n'aime pas ce code d'ailleurs, c'était du code dans le bouquin, mais je trouve qu'il n'est pas correct à utiliser. En Groovy, en fait, vous pouvez simplement faire new file et vous vérifiez que vous avez le droit, enfin qu'il existe, que vous pouvez le lire, et vous faites .text comme vous faisiez sur une URL, et automatiquement vous récupérez le .text là ici, le contenu texte du fichier, vous le mettez directement dans votre vue, plutôt que de faire le code à la noix qui va lire avec l'input stream dans votre fichier. Après, je vais vous parler aussi d'un autre projet, enfin deux autres projets, mais surtout le premier qui est intéressant, c'est le projet Swiss Knife. Donc c'est un peu comme un mix de Butterknife et Android Annotations, et je vous parlerai quelques mots aussi de Groovy Playground pour faire des vues dynamiques avec des builders. Donc Swiss Knife, voilà, c'est un mix de ces Android Annotations et Butterknife. Donc c'est encore un projet qui est sur GitHub, qui est très actif. Ce qui est intéressant, c'est le genre de méthode, vous pouvez dire, voilà, cette méthode-là. Donc ça utilise les transformations d'AST de Groovy. Cette méthode-là, il faut absolument qu'elle se fasse sur le background thread. Cette méthode onButton, ça va réagir quand on clique sur le bouton qui est défini dans vos ressources. Et puis il y a un endroit quand même où il faut faire l'injection ici, Swiss Knife Inject. Mais sinon, après, vous pouvez utiliser comme ça ces transformations-là. L'injection de vue, si vous voulez faire des trucs en background, voilà. Et je crois que je l'ai remise à jour tout à l'heure parce qu'il y avait des nouvelles transformations que je n'avais pas rajoutées. Donc tout ce qui est gestion d'événements, tout ce qui est gestion du thread, si vous voulez que ce soit dans le UI thread ou dans le background. Il y a aussi des trucs assez sympas, du genre si vous faites des parcelables pour sauvegarder, etc. C'est souvent les trucs un peu chiants à faire en Android avec le SDK, et en fait automatiquement il vous fait une implémentation qui va bien de parcelable, donc vous gagnez quand même du temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, donc la gestion des événements, des ressources, et puis je crois que j'ai pas remis là les views et tout ça, mais donc il y a tout un tas de transformations qui vous permettent de simplifier votre code et votre utilisation du SDK d'Android. Et un truc qui est un petit peu plus récent dans ce projet-là, c'est en fait, il y a Groovy vous permet comme par exemple les méthodes getText sur URL, sur file, etc., vous permet de rajouter des méthodes sur des types existants. Donc même si vous ne pouvez pas étendre les classes du SDK Android, en fait, Groovy est capable de dire tiens, il y a des méthodes d'extension qui étendent ces types-là, même sur des classes finales, etc. C'est une sorte de pattern décorateur pour décorer les classes, pour rajouter du comportement. Et justement, donc Swiss Knife rajoute plein de méthodes sur les vues, sur les contextes, fragments, event, bundle, etc. C'est un petit peu les méthodes qui vous manquent en fait sur le SDK Android et qui sont rajoutées par Swiss Knife. Donc là, j'en ai pris, ça c'est les exemples que j'ai trouvés dans la doc.
Je les connais pas par cœur, j'ai rajouté ça cet après-midi. Donc par exemple, vous voulez utiliser, travailler sur le texte d'une ressource, vous passez une closure, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Enfin, il y en a tout un tas, là je ne les connais pas vraiment toutes. Vous pouvez travailler avec les différentes ressources. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympa? Vous pouvez transformer. Donc je suis vraiment un newbie en Android, donc transformer un container view en list view, etc. Ne m'en demandez pas trop parce que je ne sais pas trop tout ce qu'on peut faire avec. Put extra. Bon. Enfin, voilà, j'ai quelques copies d'écran d'exemples de code qu'il y a dans la documentation, qui est assez détaillée d'ailleurs dans le projet. Des choses assez sympas, ouais, tiens, pour montrer les notifications. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rajouter des fragments facilement et en passant encore une fois une closure. Remplacer les fragments. Qu'est-ce qu'on a? Transformer des maps en bundles, donc pouvoir utiliser des bundles en fait comme des maps. Qu'est-ce qu'on a encore? C'est quoi ça? Des zones clics sur tout un tas de choses. Ah ouais, un autre truc sympa aussi, c'est il y a une méthode async qui permet d'utiliser les... je ne sais plus comment ça s'appelle les classes là, pour faire les trucs en background et tout ça. Là. Les async tasks, merci. Et donc qui permet de simplifier le code en utilisant des closures et d'avoir des choses, voilà, on fait des choses après avec after, etc. Donc ça simplifie grandement l'utilisation des async tasks. Donc c'est assez sympa à utiliser. Et donc si vous voulez utiliser SwissKnife, il y a juste une dépendance à rajouter dans votre build Gradle. Donc là 1.3.1, je crois normalement c'est la dernière version. Et donc c'est assez facile à utiliser et du coup vous pouvez avoir du code super sympa avec, vous savez, plutôt que d'injecter les vues, vous utilisez la notation et tout, c'est quand même sympa à utiliser, quoi. En tout cas, si vous utilisez Groovy sur Android, vous devez utiliser SwissKnife parce que ça rajoute vraiment beaucoup de choses. Il y a un autre projet, alors celui-là il est plus expérimental, donc faites attention quand même. Il y a eu quelques petits ajouts récemment là-dessus, mais il n'est pas très actif, mais il est quand même assez intéressant. Donc j'ai pas vraiment vérifié quel est son niveau de maturité. Mais une chose qu'on remarque quand on doit faire des vues dynamiques qui ne sont pas définies par du XML, en fait c'est assez impératif, c'est-à-dire voilà, je vais utiliser mon relative layout, je vais faire des choses dessus, ensuite je vais faire mon text view, ensuite je vais rajouter la view au layout, la view au layout, etc. C'est pas très... Enfin, vous ne voyez pas vraiment que l'un est imbriqué dans l'autre, etc. L'approche de ce projet-là, c'est assez impératif, l'approche de ce projet-là, au contraire, c'est que ça utilise le concept de builder de Groovy, qui permet de dire, voilà, je fais un relative layout avec tous ces propriétés-là, ces attributs qu'on passe en paramètres nommés de l'appel de la méthode relative layout. Et à l'intérieur, donc à l'intérieur de ce layout-là, je peux rajouter, donc on voit que c'est à l'intérieur parce qu'il y a les accolades, et à l'intérieur, je rajoute le text view à mon relative layout. Donc si j'avais d'autres choses, par exemple des buttons, etc., que j'ajoute dans ma vue, on aurait encore des niveaux d'imbrication de closure et donc d'accolade, on verrait, je dirais, syntaxiquement le fait que les composants sont imbriqués les uns dans les autres. Après, un autre truc qui est sympa, c'est Deep ou c'est DPI, je ne sais jamais, Deep. Vous pouvez aussi, en Groovy, par exemple, rajouter des propriétés sur des nombres. Et si vous voulez jouer avec les unités en Android, avec le SDK, vous pouvez facilement faire de la surcharge d'opérateurs aussi, d'unités, etc. Donc c'est assez pratique également à utiliser, sans avoir utilisé des classes de conversion ou ce genre de choses. Quoi de plus? Eh bien, donc, si vous voulez utiliser Groovy pour Android, donc utiliser la dernière version, c'est Groovy 2.4.3. Préférez l'utilisation de la compilation statique parce que ça permet d'avoir du code aussi rapide que Java.
Mon collègue Cédric, qui a travaillé sur ce support-là, a fait des articles intéressants sur le sujet expliquant un petit peu le background technique derrière ces projets-là. Et puis un lien aussi pour le plugin Gradle que vous pouvez utiliser et configurer dans votre build Gradle pour utiliser Groovy. Ici, là, tout à l'heure, je vous avais parlé, quand j'avais parlé de la taille des jars, des APK, du nombre de méthodes, etc. À cette URL-là, vous trouverez donc un des samples qui est l'application de gestion de conférences, d'agenda de conférences, donc de la conférence GreatConf en l'occurrence, qu'on a réutilisé pour plusieurs éditions d'ailleurs. Donc assez joli, même si on n'est pas des pros en Android. Donc c'est open source, donc vous pouvez regarder le code et voir comment ça a été fait. Cela dit, je ne suis pas sûr qu'elle utilise SwissKnife, celle-là, je ne sais plus. Il y a aussi donc une démo Groovy et Android Wear. Donc là, ça, c'est pas le screenshot de la démo, hein, mais c'était juste histoire de mettre un screenshot. Donc c'est l'application là pour chronométrer. Moi, j'ai pas une Google Wear, j'ai pas une montre Google Wear. J'ai une Pebble là, avec un compteur qui me dit que j'ai encore 4 minutes. Si je l'ai démarré au bon moment. Donc je vous invite à regarder aussi cet autre sample là. Et donc en résumé, Groovy permet de rendre votre code Android plus concis, plus lisible, plus maintenable, par exemple grâce aux transformations d'AST, de transformations de code qui sont proposées par Groovy lui-même, mais également qui sont proposées par le projet SwissKnife, qui lui rajoute, donc on a dit, toutes les méthodes d'extension qui permettent d'enrichir le SDK, toutes les transformations d'AST comme les @view, les onUI thread, onUI background, etc. Et puis avec donc la compilation statique, même si initialement Groovy c'était au départ qu'un langage dynamique, avec la compilation statique, vous avez du code qui est aussi type safe qu'en Java, qu'en Kotlin, qu'en Scala, voire même plus d'ailleurs que certains de ces langages. Et quelque chose d'aussi rapide évidemment que du Java, vu que c'est compilé statiquement. On est toujours friand de feedback, donc si jamais vous utilisez Groovy, SwissKnife, etc., on est vraiment intéressé par votre feedback, parce qu'on n'est pas non plus... Enfin, les développeurs de SwissKnife sont plus experts que Cédric et moi sur Android, mais en tout cas, si vous avez du feedback, comment améliorer notre support Android ou SwissKnife, n'hésitez pas à nous pousser vos suggestions, des bugs que vous rencontriez, etc., parce que votre expérience nous permettra d'améliorer grandement ces projets-là. Et puis je refais le petit plug pour la petite abeille, qui s'appelle Sparky, c'est la mascotte de la boîte. Et si jamais vous avez besoin d'un back-end à ce service, Light, qui fait des API REST, CRUD, etc., n'hésitez pas à utiliser notre plateforme API Spark, vous allez sur restlet.com. Et c'est grâce à eux que je suis là aussi, que je peux parler librement de Groovy. Et donc il me reste, je ne sais pas, peut-être 1 ou 2 minutes pour quelques questions. Alors, qui a des questions? Ou alors je vous ai endormi? Non, ouais, une question. Ah oui, et j'ai oublié de dire aussi que j'ai quand même un t-shirt à gagner. Un t-shirt Groovy. Ça aurait pu vous faire poser des questions encore plus rapidement, mais j'ai oublié de le dire. Donc vas-y, je t'écoute. Merci pour la présentation, c'était super intéressant. J'ai juste une question, point de vue outil, comment est-ce que ça se passe, point de vue vitesse de build, point de vue autocomplétion, point de vue... J'avais une troisième idée en tête, mais ça ne me revient plus. Donc vitesse de build, etc. Parce que là, le micro, il n'est pas on, du coup, j'entends pas bien. Et aussi analyse statique du code. Et à quoi? Et analyse statique. Analyse statique, ouais. Alors, donc, le compilateur Groovy est super rapide comparé à, je sais pas, Scala qui va mettre 3 points pour compiler 2 lignes. Le compilateur Groovy est super rapide, donc on n'a jamais vraiment fait de comparaison d'ailleurs avec Java, mais enfin, c'est le même genre de temps de compilation que Java, donc il est vraiment super rapide. Et même quand on l'utilise en mode statique, avec inférence de type, etc., on ne voit pas de différence notable par rapport au compilateur qui compilerait en mode dynamique. Donc ça déjà, il n'y a vraiment aucun problème au niveau de compilation.
Après, il y a un projet qui s'appelle CodeNarc, C-O-D-E-N-A-R-C, qui est un outil comme... Enfin, c'est un peu un mix de Findbugs, PMD, Checkstyle, qui a des règles spécifiques pour Groovy. Donc, pour détecter des erreurs assez classiques. Donc, vous pouvez configurer ça dans votre build Gradle pour avoir les reports qui vont bien et puis vérifier si vous avez des violations de vos règles, etc. Donc, ça, c'est bien pour la qualité du code. Ouais. Et pour la peine, tu as gagné le t-shirt. Tu es le premier à avoir posé la question, donc tu as le droit au t-shirt Grouille. Pas mal, pas mal. Alors, mais j'aurais dû le dire avant, comme ça, tu aurais levé la main tout de suite. Vas-y, je t'écoute. En fait, tu as mentionné plusieurs fois la compilation dynamique versus statique, mais je ne suis pas certain d'avoir compris la nuance. Est-ce que tu peux expliquer précisément de quoi il s'agit ? Ouais, donc la compilation dynamique versus statique. Donc par défaut, alors c'est vrai que je l'ai pas, dans mes samples, je ne le montrais pas vraiment en fait, tu as raison. Donc quand on utilise, ou même dans les exemples que j'ai montrés, par exemple, je ne sais plus, mon Java Bean Greeter par exemple, là par défaut il va être compilé dynamiquement. C'est-à-dire que, quand je dis, il va générer du code dynamique. C'est le compilateur qui passe, c'est pas compilé à la volée par exemple. Quand on dit dynamique, ça veut dire qu'il utilise le runtime Groovy pour faire l'invocation de méthodes. C'est-à-dire au lieu d'appeler directement les méthodes, ça passe par une sorte de runtime qui fait le dispatch de méthodes, mais au runtime. Donc c'est ce genre de code-là que le compilateur dynamique, en mode dynamique de Groovy fait. Donc c'est le truc par défaut. Par contre, si vous utilisez la notation @compile_static sur vos classes, automatiquement ça va générer à peu près le même genre de bytecode que ce que générerait le compilateur JavaC. Mais du coup, il faut annoter les classes avec @compile_static. Cela dit, si par défaut, vous voulez que tout soit compilé avec compile_static, dans le build Gradle, il y a un moyen de spécifier au compilateur. Par défaut, je veux que tout soit compilé statiquement. Mais par exemple, si je veux utiliser le JSON Builder ou le Groovy, je ne sais plus comment il l'avait appelé, Android Builder, là, pour faire des vues dynamiques, vous pouvez dire dans telle méthode, je veux que ce code soit dynamique parce qu'il utilise des aspects dynamiques du langage. Et là, tu peux mettre @dynamique et cette méthode-là utilisera le runtime dynamique de Groovy au lieu d'être compilé de manière statiquement. Mais en tout cas, par exemple, les gars du New York Times, ils ont tout compilé en statique pour avoir la meilleure performance possible. Parce qu'eux, ils regardent vraiment, ils mesurent à la milliseconde près les performances de leur application, donc ils voulaient être sûrs d'avoir la même performance qu'en Java, quoi. Donc c'est ça la différence entre, on va dire, statique et dynamique. Oui, devant. Et vu qu'il n'est pas on, le micro, je ne sais pas si ça sert à grand-chose. Bonsoir, merci pour ta présentation. Merci. La question que j'ai, c'est est-ce que l'utilisation de SwissKnife, dont tu nous as montré, oblige à compiler dynamiquement du coup, ou est-ce que c'est quand même possible d'utiliser? Non, alors SwissKnife, SwissKnife c'est essentiellement donc il y avait les deux choses, les transformations d'AST, les transformations de code avec toutes les annotations qu'on a vues, et la deuxième chose, c'est les méthodes d'extension, donc qui enrichissent le SDK d'Android, donc en rajoutant des méthodes qui nous manquent sur Fragment, sur tout ça. Et ces deux features-là, c'est des features compile time, c'est des features qui se font à la compilation de Groovy. Donc une fois que c'est dans le bytecode, je veux dire, il n'y a rien de dynamique du tout. Donc ça, c'est vraiment des choses qui... Alors ça fonctionne dans les deux modes. Si tu fais du dynamique à un endroit ou du pur statique pour tout le reste, de toute façon, ces deux choses-là fonctionnent de toute façon. Donc c'est ça qui est bien, c'est que tu peux bénéficier de ces transformations et de ces méthodes d'extension, de ces DSL, automatiquement que tu fasses du dynamique ou du statique. Ouais. Et il n'y a pas de pénalité si tu t'en sers. Et il n'y a pas de pénalité si tu t'en sers. En fait, par exemple, quand on voit une méthode d'extension, c'est-à-dire fragment. Je ne sais plus ce que c'était, set, je ne sais pas quoi, set text ou set, je ne sais plus quoi. En fait, c'est un peu comme si dans ton code, le code que nous on génère, on avait une méthode statique d'une classe myGroovyFragment.set quelque chose qui prend en paramètre ton activité et qui prend les autres paramètres, etc. C'est une sorte de raccourci syntaxique
pour appeler des méthodes utilitaires, si tu veux. Mais toi, quand tu l'utilises dans ton code, et avec la complétion de code de ton IDE et tout ça, tu as vraiment l'impression d'utiliser des méthodes comme si elles existaient déjà dans le code du SDK, quoi. Good. Ouais, salut, moi j'avais une question du coup. Savoir si est-ce que le compilateur, quand on a notre classe compile statique, si on invoque du code dynamique, est-ce qu'il nous sort un warning ou il nous laisse en plan? De toute façon, si tu mets du code dynamique, par exemple, comme ce qu'on fait avec le JSON Builder, par exemple, si tu mets ça dans ta classe qui est annotée @compile_static, ça ne compilera pas. Donc, c'est même pas un warning, ça ne compile pas. Donc, c'est à ce moment-là, tu es obligé d'utiliser @dynamic pour la méthode qui en contiendrait du code vraiment purement dynamique. Ouais. Ok, merci. À moins qu'il y en ait d'autres. Non, c'est bon. Merci beaucoup pour votre attention.